On est bien d'accord que le Tour de France, dès sa première édition en 1903, est un véritable succès populaire. Il y a des foules hein, sur les routes pour accueillir les coureurs aux arrivées d'étapes. Faut pas penser que voilà, c'est une épreuve pionnière qui a été créée comme ça, voilà, sans filet, on va dire. Non, c'est organisé et elle bénéficie d'une ferveur populaire dès sa première édition. Cependant, dès la deuxième édition, en 1904, euh, cette épreuve est mise en péril, notamment de par de nombreuses tricheries. Et donc là, on rentre effectivement dans un cadre d'épreuve où on ne sait plus si c'est une épreuve sportive bien cadrée ou alors un véritable western, voire même un roman policier, tellement les anecdotes, les faits bizarroïdes foisonnent. À savoir que, par exemple, Maurice Garin et un autre concurrent se font attaquer par deux hommes masqués durant la première étape. Des clous entiers sont déversés sur les routes pour que les cyclistes donc soient victimes de crevaisons. Dans le col de la République, des supporters d'un des concurrents donc bloquent les autres. C'est totalement hallucinant. Alors, ce qui fait que cette édition 1904, elle est remportée par Maurice Garin, à nouveau, hein, pour la deuxième année consécutive. Sauf que d'autres concurrents vont déposer des recours hein, et démontrer qu'en fait les quatre premiers ont commis de multiples tricheries. Et donc c'est une affaire qui passera en commission simplement au mois de décembre 1904. Lors de cette commission, les quatre premiers du classement disparaissent, tout simplement, du classement. Parmi ces quatre-là, une suspension de 2 ans, voire même des suspensions à vie pour des participants, il me semble. Ce qui attribue la victoire au cinquième du Tour de France, qui est Henri Cornet, qui est, on va dire, un gamin, puisqu'il n'a que 19 ans. Voilà, je pense pas qu'un jour un concurrent de 19 ans gagnera à nouveau le Tour de France. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Alors ça chamboule forcément énormément de choses dans cette épreuve. Alors Henri Desgranges se remet en question forcément et le classement au temps est abandonné donc au profit d'un classement par points. Et ceci jusqu'en 1913. Malgré tout, l'épreuve continue. Hein, donc Maurice Garin ne pourra plus y participer au moins pendant 2 ans. Et comme il est très âgé, de toute façon, il n'y reviendra pas. Mais malgré tout, bah, l'épreuve évolue. Alors, justement, on raccourcit les étapes. Donc beaucoup de remises en question. On essaie de raccourcir les étapes. Donc au lieu de 5 étapes, on passe à 11 étapes. Les distances totales s'allongent. On passe même à 4800 km dans les années 1910, hein, il me semble. On est sur 11 étapes, on roule de moins en moins de nuit. On garde toujours ce calendrier de juillet, hein, grosso modo. Le tour donc a lieu sur 3 4 semaines hein, au mois de juillet. Et petit à petit, on introduit également l'école de haute montagne, à la fois dans les Alpes et dans les Pyrénées, ce qui est quand même incroyable. À l'époque, passer un col, vu l'état des routes, euh, on se dit est-ce qu'on va vraiment le monter parce que c'est carrément des découvertes. Hein. Alors on voit là, j'ai fait exprès de montrer la photo colorisée d'Eugène Christophe qui gravit, il me semble, le Tourmalet dans les années 1913, hein, je pense.
Donc on voit l'état des routes, c'est impensable. Alors avec les vélos qu'ils ont, pas de dérailleurs, hein, dérailleurs interdits. Ils ont juste la possibilité de changer la roue arrière, donc d'avoir un pignon beaucoup plus grand pour passer plus facilement les cols, mais la plupart finissent par monter à pied, tellement c'est difficile, tellement les routes sont en mauvais état. Et en plus, faut redescendre, non, parce que c'est bien gentil de monter ces cols, mais il faut les descendre avec des freins qui fonctionnent quasiment pas. Euh, donc, c'est vraiment le mot aventure, il est presque faible, quoi. Et malgré tout, hein, donc avant la Première Guerre mondiale, donc les éditions donc permettent quand même le passage du Tour de France dans l'école de haute montagne, que ce soit le Galibier, le Tourmalet, donc le Galibier dans les Alpes, le Tourmalet, l'Aubisque dans les Pyrénées. Et donc ça prête encore, ça donne une grandeur supplémentaire, hein, à cette épreuve. Je reviens juste aussi sur ces hommes qui ont fait la beauté de cette épreuve. Dans cette époque où, je dirais, la nutrition n'était pas celle qui était maintenant, le confort de vie n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Euh, Ces hommes étaient vraiment hors du commun. Ils avaient une résistance physique phénoménale, une endurance. En général, ils sont pas très grands, excepté Jean Lavoine. Il me semble que Jean Lavoine, qui a jamais gagné le Tour, mais qui était vraiment un très très bon coureur, lui était grand, mais en général, c'était des petits bonhommes, mais vraiment très très endurants, capables. Faut savoir que les premières étapes, elles duraient 17 heures. 17 heures sur un vélo, avec des selles. Enfin voilà, nous on n'oserait même pas, au bout de 10 kilomètres assis sur des selles qu'ils avaient. Mais comment, on se demande, mais comment ils pouvaient faire, quoi? Dans la poussière, dans la boue, parce qu'évidemment le bitume n'existe quasiment pas. Euh, donc voilà, alors ces premières figures, on va en montrer quelques-unes. Donc on a dit Henri Cornet en 1904, mais qui ne regagnera pas, hein, qui ne regagnera pas le Tour. On a des figures qui sont restées. Bon, on a quand même Lucien Petit-Breton qui est resté dans l'histoire comme l'un des premiers grands coureurs cyclistes français, qui le premier à avoir gagné deux fois l'épreuve, donc deux fois de suite. Alors il s'appelait pas Lucien Petit-Breton, je pense que c'était un pseudo qu'on lui avait donné parce qu'il était de la région nantaise. En réalité, il s'appelait Lucien Mazan. Ça c'est une figure. Il y a eu aussi Gustave Garrigou, un autre Français qui a remporté l'épreuve. On a Octave Lapise. Ça, c'est des noms qui restent. Le François Faber, hein, le luxembourgeois. Alors, je voulais aussi au passage saluer quand même la seule femme qui a terminé un Tour de France, qui était évidemment pas considérée dans le classement, mais qui s'appelait Marie Marvin, qui a fait le Tour de France 1908 à l'égal des hommes, et qui l'a terminé. À ce jour, hein, c'est la seule femme, hein, même s'il y a eu des Tours de France féminins depuis, mais c'est des Tours de France qui sont aménagés avec les distances sont pas les mêmes que celles des hommes. Elle, Marie Marvin, a couvert les mêmes distances, les mêmes étapes que les coureurs masculins, sauf que elle partait en général un quart d'heure avant, une demi-heure, enfin pas un quart d'heure avant, un quart d'heure après, justement pour ne pas gêner entre guillemets le peloton masculin. Et évidemment, on n'était pas à compter dans le classement, puisque Henri Desgranges, pour lui, c'était pas concevable que à l'époque des femmes pouvaient participer à des compétitions cyclistes. Voilà, ça c'était juste le petit clin d'œil qui était important de souligner. Alors après, pour la première fois, on a des coureurs non français qui remportent le Tour de France. On a Odile Defray qui est un Belge qui le remporte devant Eugène Christophe
à l'époque où il y avait encore ce fameux classement par points, il faut savoir que si ça avait été un classement au temps, Eugène Christophe l'aurait remporté. Et ensuite, on a Philippe Thys, un autre Belge qui était vraiment très 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 bon. Bon, avec des anecdotes croustillantes, là encore, hein, on va pas. Je l'avais dit dans une autre vidéo, je l'avais raconté, Eugène Christophe qui répare sa fourche en bas du col du Tourmalet après être tombé, hein, qui met 4 heures hein, dans une forge à réparer sa fourche, donc là qui va perdre forcément son Tour de France. Euh, on a aussi Pélissier, le premier des frères Pélissier, qui en 1914 n'arrive pas à fendre la foule lors de la dernière étape pour arriver à Paris, tellement la ferveur est immense. Et ce qui vraisemblablement l'empêche de remporter son premier Tour de France face à Philippe Thys, avec un écart hein, pour l'époque incroyable, seulement d'une minute 30. Donc c'est totalement incroyable de voir que malgré ces longues distances, malgré ces longues étapes, ces conditions, il y a eu un écart aussi petit. Malheureusement, bah, on est en 1914. Les canons vont bientôt tonner et bah, tout va s'arrêter en Europe, y compris le Tour de France évidemment. Parmi les vainqueurs que nous avons cités, Lapise, Faber, le Petit Breton, ben, certains, hélas, ne reviendront pas hein, de cette grande guerre. Juste aussi pour rappeler une dernière chose importante, c'est que il y avait à la fois des coureurs qui étaient engagés par des équipes. Hein, il y avait à l'époque, les grandes marques, c'était Peugeot, Alcyon. Mais les courses d'équipe n'étaient pas autorisées. C'est-à-dire que même ils étaient financés par le même sponsor, la même marque, le règlement indiquait que normalement, ils ne devaient pas courir en équipe. Il y avait aussi possibilité pour des indépendants de disputer ce Tour de France, mais dans un classement à part. Voilà les choses importantes qu'on pouvait dire sur ces premières années de Tour de France jusqu'à, hélas, le grand drame de la Première Guerre mondiale qui va tout arrêter. Mais le Tour de France renaîtra de ses cendres dès l'année 1919. Voilà, pour dire que la vie reprend ses droits et que la fête, également la fête sportive, elle aussi, participera ce nouvel élan, à ces nouveaux espoirs après toutes ces tragédies.